Bonjour et merci d'être si nombreuses et si nombreux dans cet endroit si impressionnant. Bon, tout d'abord, je veux remercier le cyclone de s'être arrêté à temps pour permettre à Patrick Chamoiseau de prendre l'avion. Donc voilà, parce qu'on a failli pas l'avoir avec nous et ça aurait été bien dommage. Je suis Isabelle Jarry, je suis romancière et je préside ce jury du prix Marguerite Yourcenar pour la SCAM. Alors qu'est-ce que c'est que la SCAM? C'est la Société civile des auteurs multimédia. Pourquoi multimédia? Parce qu'en fait on a plusieurs répertoires, l'audiovisuel, la radio, les journalistes, les écrivains, les images fixes, les écritures, les nouvelles écritures, voilà. Donc cette société perçoit des droits et les restitue et les répartit aux 50 000 auteurs qui la constituent. Et une part de ce budget va aussi à l'action culturelle. Donc cette action culturelle nous permet de soutenir des festivals comme le Marathon des mots, de donner des prix comme ce prix Marguerite Yourcenar, et puis aussi de donner des bourses à des jeunes ou moins jeunes auteurs qui ont des projets et qui nous sollicitent. Voilà. Donc la commission dont je suis membre et que je préside est celle du Collège des écrivains. Donc on est tous écrivains et on est 10, 5 hommes, 5 femmes d'ailleurs, et notre grand prix de littérature, c'est le prix Marguerite Yourcenar, et on l'a déjà attribué à Pierre Michon, Annie Ernaux, Hélène Sixou, Pascal Quignard, Jean Echenoz, Marine Diaye. Peut-être certains étaient l'année dernière à la remise du prix à Chantal Thomas, et cette année, on a le très grand bonheur de décerner notre prix à Patrick Chamoiseau. Alors je pense que, voilà, on va... Je dis quand même un petit mot sur les raisons qui nous ont fait le choisir lui. Bon, on a toujours un petit paquet de lauréats potentiels, voilà, après ça se réduit. Hein. Et là, je pense qu'on a tous été très sensibles à son écriture si particulière et qui vraiment élargit la langue française et qui lui apporte à la fois des couleurs et peut-être des souffles qui l'agrandissent peut-être à la taille géographique qui nous emmène jusque dans les îles, hein, jusque dans les Antilles. Donc ça, c'est très vivifiant en fait de lire cette langue qui est à la fois extrêmement poétique mais qui est aussi imagée, et puis qui travaille la langue, les mots d'une manière vraiment merveilleuse. Donc nous sommes tous très heureux et au nom de tout le jury, certains membres sont dans la salle, je vous remets ce prix. Et oui, voilà, c'est ça. Et je vais la sortir. Et voilà pour cette petite étoile. Donc c'est à moi, c'est à moi de parler alors. Je crois. J'avais quelques petits pense-bêtes. Oui. Je n'ai pas préparé de discours. Très bien. Parce que je n'aime pas trop les cérémonies où je reçois des prix. J'ai toujours l'impression de ne pas les mériter, simplement parce que l'écriture littéraire, enfin, je me considère comme un artiste de la langue, un artiste de la littérature. Et le travail de l'artiste le concerne d'abord. Hein, les livres que j'écris sont des livres qui me permettent de répondre à des questions que je me pose, à des préoccupations qui sont les miennes, à mes angoisses, etc. Donc c'est un travail qui est très personnel. Ce qui fait qu'il y a une sorte de cheminement de conscience qui se fait de livre en livre et un cheminement de maturation personnelle. Donc c'est un travail qui est très, très intime. Et c'est vrai que recevoir un prix, c'est très sympa, mais bon, j'ai toujours le sentiment que c'est pas mon... En tout cas, c'est pas le but recherché. Mais je l'accepte avec beaucoup de plaisir parce que l'idée d'avoir ce prix de Marguerite Yourcenar, c'est assez étrange. Il y a plusieurs choses qui
qui se sont passées. La première, c'est que le jour où j'ai reçu le mail de la présidente, je me réveille assez tôt et je me jette sur mon ordinateur pour, ce jour-là, c'est ça qui est extraordinaire, chercher une phrase de Marguerite Yourcenar qui me trottait dans la tête comme ça. Je me lève avec cette idée-là. Et c'est une phrase où elle parlait des animaux, parce qu'elle a toujours défendu la cause animale. Et elle faisait une relation directe entre le traitement que nous réservions aux animaux et le traitement qui, de temps en temps, nous appliquons aux hommes, à nous-mêmes. Et elle disait des animaux, je vais vous lire les extraits, ils n'ont que leur vie. Ils n'ont que leur vie et très souvent on leur prend leur vie. Ils n'ont que leur vie et on les traite. Pour elle, c'était vraiment le comble de la barbarie. Donc je cherchais la citation exacte et pendant que je suis en train de chercher, je vois arriver le mail et je dis le prix Marguerite Yourcenar, c'est vraiment... Là, c'est un signe. Alors c'est un signe pour plutôt une partie de mon rapport à Yourcenar. L'autre partie, j'étais très étonné que l'on ait pu voir la relation qui existait entre Yourcenar et moi. J'étais très surpris. Je me suis dit, en général, lorsqu'on parle de littérature caribéenne, on est dans des notions coloniales, postcoloniales, enfin bon, toutes les cases dans lesquelles on nous met généralement. Et on oublie de dire très certainement qu'on est en littérature, quoi. On est des écrivains. Et une de mes préoccupations a été très rapidement, c'est une problématique que tous les écrivains connaissent, a été de trouver mon langage dans la langue. Pourquoi ? Parce qu'en pays colonisé, on a toujours une langue dominante, la langue coloniale dominante, imposée, apprise à l'école, et puis la langue locale, la langue autochtone, qui généralement est minorée. Chez nous, c'est différent parce que la langue, dans un pays colonisé normal, la langue minorée est atavique, c'est-à-dire elle accompagne une culture ancestrale. Chez nous, dans les Amériques et les Antilles, la langue créole est née de la rencontre de toutes ces langues coloniales, amérindiennes, africaines. Et il y a eu un surgissement linguistique. En tout cas, il y a un espace linguistique problématique que les linguistes appellent diglossie, c'est-à-dire un usage différencié de la langue dominante et de la langue dominée, qui fait que la création littéraire est d'emblée problématique. Dans quelle langue écrire ? Quand on écrit dans une langue dominante, en général, on se dissout dans la langue, parce que les colonialistes ont très rapidement fait de leur langue une arme. Et avec la langue venait leur civilisation, leur imaginaire, leur vision du monde. Et si on ne faisait pas attention, on adoptait ce costume qui vous était enseigné à l'école avec tout ce qui allait avec. Ce qui fait que les écrivains dans nos pays ont toujours ce problème avec la langue qui est la langue de la littérature qu'on leur a donnée à l'école. Ils doivent écrire avec et la langue vient armée. Il faut la désarmer. Ça, c'est le premier truc. Et l'autre élément, c'est que la seconde langue, la langue minorée, donc pour moi la langue créole, c'est très difficile d'écrire dans la langue créole parce que c'est une langue très très jeune. Elle naît dans le système des plantations. Donc, elle correspond plus à l'univers des plantations, qui est un univers rural très particulier. Et elle n'a pas tout le vocabulaire qu'il faudrait, etc. Donc, il y a plus une poétique de la langue à trouver pour écrire en créole qu'on ne dispose pas d'un arsenal de mots, de lexiques et de règles qui pourraient rendre le travail littéraire facile. Donc j'étais dans cette problématique-là. Donc j'ai dû apprendre à d'abord ramener la langue créole, enfin lui donner son statut de normalité, et puis désarmer la langue française. Et pour désarmer la langue française, il fallait simplement entrer en littérature, en vraie littérature. Il n'y a pas, en général, autant les colonialistes utilisent la langue comme une arme, autant les grands écrivains portent la langue. Et avec la langue, ils ouvrent le monde, ce qui fait que lorsqu'on prend la langue par la littérature, on entre dans la belle porte, quoi. On entre dans la porte noble. Et très rapidement, comme j'ai été un grand lecteur, je me suis posé la question de l'utilisation, enfin du travail
de l'écrivain dans la langue. Donc c'est poser la question du style. Et bien sûr, quand on se pose la question du style, on va chercher chez les grands auteurs des références. Et c'est là que mon ami Yourcenar est arrivé très tôt. J'avais découvert, je ne sais plus de ce que j'avais lu, Yourcenar, lorsqu'elle écrivait un texte, elle avait un paragraphe et elle passait un très très long moment à enlever des mots. Et elle mettait le nombre de mots qu'elle avait réussi à enlever du paragraphe. Et plus il y en avait, plus elle était contente. Et c'est une technique que j'ai, parce qu'on écrit toujours trop, on a toujours tendance à trop en mettre. Et je l'ai appliquée pendant longtemps. Et pour moi, c'était la technique Yourcenar, on enlève des mots, on enlève pour alléger le texte. Des fois, on est obligé de remettre, on a trop enlevé, il faut remettre. Enfin, bon, c'est tout un travail. Donc j'ai cette problématique du style, qui m'installe Yourcenar, qui installe Yourcenar dans mon travail, dans ma vie. Donc elle fait partie de ce que j'ai appelé ma sentimenthèque. Alors ma sentimenthèque, c'est véritablement cette partie de la bibliothèque. La bibliothèque est assez vaste, mais il y a toujours une partie de la bibliothèque qui est déterminante. Ce sont des auteurs qui vous ont amené quelque chose, qui ont transformé quelque chose, etc. Ce qui fait que dans ma sentimenthèque, il n'y a pas que des classiques. Il y a des auteurs tout à fait ordinaires, etc. Mais une bonne partie de la sentimenthèque est constituée par les grands maîtres du style. Alors le style est intéressant parce que le style, c'est un truc que les colonialistes ne peuvent pas comprendre. Les colonialistes font de la langue une arme, mais le style, c'est véritablement l'écrivain entre dans la langue et il produit un univers musical, un ensemble de pictural, des sensations, des choses qui font de la langue, qui ouvrent la langue. La langue respire, elle l'ouvre au monde. Ce qui fait que lorsqu'on se pose la question du style, on va voir comment ils font. Du coup, on devient un ami de toutes les langues. J'ai eu beaucoup d'amis qui pensaient que désarmer la langue française, c'était devenir un ennemi de la langue. Au contraire, désarmer de la langue française, c'était lui restituer sa puissance, comme le font les écrivains. Et Yourcenar a été très, très déterminante de ce point de vue-là. Parce que quand on lit Yourcenar, c'est vraiment du style, la langue est à la fois puissante, elle est frémissante, elle est précise et en même temps évocatrice. Enfin bon, c'est quelque chose de... Il y a une autorité, voilà. Quand on lit Yourcenar, on sent l'autorité. La langue est maîtrisée, la langue est dominée et la langue française, à ce moment-là, respire. Et ça a été précieux pour moi. Mais après la question du style, je suis arrivé à une autre question qui est la mienne maintenant, qui est la question du langage. Autant le style fait chanter la langue, autant le langage est dans une autre problématique parce que le langage apparaît quand on sort des orgueils linguistiques nationaux et que l'écrivain, autant Balzac n'avait, bon, j'ai exagéré, mais enfin on peut dire que Balzac avait le sentiment qu'avec la langue française, il pouvait tout épuiser du monde. Alors que d'autres auteurs, comme Joyce, très rapidement, ils ont dû aller au bout de la langue, aller au-delà de la langue, et mobiliser, retrouver cette espèce de, je dirais, de jubilation qu'avait Rabelais à une époque où beaucoup de langues se côtoyaient, il n'y a pas encore d'académie pour traumatiser les langues. Rabelais avait une liberté absolument incroyable et aujourd'hui, l'écrivain contemporain, dans cette problématique-là, toutes les langues du monde sont à son service. Ce qui fait qu'il ne peut pas produire un style, il va produire un langage. Le langage, c'est véritablement une manière d'habiter une langue dans le désir imaginant de toutes les langues du monde. C'est pourquoi j'étais très heureux du prix Yourcenar, parce que là, j'ai vu un frère direct qui est Pierre Michon. Quand on lit Michon, c'est du langage. Il y a quand même une parenté. Hein. C'est oui. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on remet ce prix Yourcenar, on découvre en fait que notre lauréat a été soit très inspiré, soit très proche, soit sinon. Et donc ça montre à quel point les livres de Marguerite Yourcenar, son style, sa langue, ont infusé vraiment toute une génération d'auteurs. Et tous les grands écrivains, il y a une autre dimension de Yourcenar qui est pour moi aussi assez déterminante, c'est son engagement. Oui, et puis c'est aussi son travail sur l'épaisseur du temps.
Ah oui, alors là, oui, quand on voit son utilisation de l'histoire, c'est ça. Mais quand on j'ai peut lu aussi... Mémoire d'Adrien ou L'œuvre noire, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, mais Texaco, mon livre Texaco, c'est véritablement une leçon, c'est l'histoire telle que Yourcenar l'envisageait, c'est-à-dire une situation existentielle dans laquelle on traite de l'humaine condition. Texaco, c'est directement Yourcenar. Et c'est aussi les notes, je développe beaucoup des notes d'atelier à la fin de mes romans, je mets comme elle, exactement. Il y a vraiment une parenté incroyable. L'histoire et la géographie. Et la géographie, oui, bon. La géographie qui nous emmène au-delà de l'Atlantique. Donc, j'ai habité les livres et ma patrie. Je dis souvent que dans la relation, on peut choisir sa terre natale et on peut choisir ses frères et sœurs. Pendant longtemps, les anthologies littéraires étaient basées sur la langue nationale. On dit, voilà, oui, la langue française, tous ceux qui écrivent en français sont dans le même sac, etc. Et puis, moi, je rappelle, quand j'avais 15 ans, il y avait la littérature négro-africaine. Donc, tous ceux qui étaient noirs dans le monde, qui avaient un phénotype non blanc, allez, tout le monde. Donc, on mélangeait les torchons et les serviettes. Ce qui fait que dans la relation, on ne peut plus trouver de famille d'écrivains sur des questions territoriales ou sur des phénotypes ou sur des bases nationalistes. Les familles d'écrivains sont données par des structures d'imaginaire, c'est-à-dire le rapport que cet écrivain entretient avec le réel contemporain du monde. Ce qui fait que du point de vue de la relation, Yourcenar, c'est ma grande sœur. Voilà. Eh bien, bienvenue dans la famille des lauréats. Je voulais vous lire pour vous montrer un peu l'esprit de... Il me reste du temps ou bien... Pour vous montrer un petit peu l'esprit de Yourcenar, comment c'est puissant. C'est ces notions-là que je cherchais quand j'ai reçu le mail. Sont des extraits dans la plupart de ses livres où elle parle de la condition animale. Écoutez ce qu'elle dit. Je me dis souvent que si nous n'avions pas accepté depuis des générations de voir étouffer les animaux dans des wagons à bestiaux, personne, pas même les soldats chargés de les convoyer, n'aurait supporté les wagons plombés des années 40-45. Soyons subversifs. Révoltons-nous contre l'ignorance, l'indifférence, la cruauté qui d'ailleurs ne s'exerce si souvent contre l'homme que parce qu'elles se sont fait la main sur les bêtes. Rappelons-nous, puisqu'il faut toujours tout ramener à nous-mêmes, qu'il y aurait moins d'enfants martyrs s'il y avait moins d'animaux torturés, moins de wagons plombés amenant à la mort les victimes de quelconque dictature, si nous n'avions pas pris l'habitude de fourgons où des bêtes agonisent sans nourriture et sans eau en route vers l'abattoir, moins de gibier humain descendu d'un coup de feu, si le goût et l'habitude de tuer n'étaient pas l'apanage des chasseurs. Et dans l'humble mesure du possible, changeons, c'est-à-dire améliorons, s'il se peut, la vie. Et voilà la citation que je cherchais. Ce qui me paraît importer, c'est de posséder le sens d'une vie enfermée dans une forme différente. C'est déjà un gain immense de s'apercevoir que la vie n'est pas incluse seulement dans la forme en laquelle nous sommes accoutumés à vivre, qu'on peut avoir des ailes au lieu de bras, des yeux optiquement mieux organisés que les nôtres, au lieu de poumons, des branchies. Ensuite, il y a le mystère des migrations et des communications animales, le génie de certaines espèces. Et puis, il y a toujours pour moi cet aspect bouleversant de l'animal qui ne possède rien, sauf la vie, que si souvent nous le prenons. Et je me disais que si Yourcenar avait été présente aujourd'hui, elle aurait été absolument révoltée par ce qui se passe en Méditerranée. C'est exactement la même situation, des gens qui sont traités comme on traite les animaux.
et je pense qu'elle n'aurait pas aimé ça. Donc, j'aurais pu lire quelques extraits de Frères migrants ou d'autres extraits pour montrer à quel point il y a une fraternité. Et elle a très bien compris qu'il n'y a pas de limite. J'ai écrit dans Frères migrants, aucune douleur, aucune oppression n'a de frontières. Quand on permet l'irruption d'une minoration quelconque, on ouvre la porte à toute espèce d'amplification. Ce qui fait qu'accepter, supposer ou supporter, ou ne pas s'indigner, ou ne pas être révolté par ce qui se passe en Méditerranée, c'est s'accommoder de quelque chose qui peut nous menacer tous, tôt ou tard. Et une œuvre comme celle de Lior Sennar fait partie des remparts que nous pouvons utiliser pour les années qui viennent. Merci beaucoup.